Le raid américain sur le Venezuela semble avoir porté ses fruits. Donald Trump suggère désormais pouvoir contraindre Caracas à se soumettre, faciliter de nouveaux accords énergétiques selon les conditions américaines et réduire l'influence des puissances rivales dans l'hémisphère. Et si l'apparence suggère une conclusion, la réalité indique le début d'une phase bien plus difficile et dangereuse. Depuis 2 décennies, le Venezuela est le principal moteur de l'instabilité régionale, alimentant la migration de masse, la criminalité transfrontalière et la détresse économique à travers le continent. Ainsi, du point de vue de Washington, stabiliser le Venezuela ne concerne pas seulement le pétrole ou la géopolitique. Il s'agit de s'attaquer aux sources de ces problèmes avant qu'ils n'atteignent la frontière des États-Unis. Mais l'histoire met en garde contre les victoires faciles. Lorsque les États-Unis ont renversé Saddam en 2003, la mission s'est rapidement transformée en insurrection, en autorité fracturée et en des années d'implications coûteuses. Le Venezuela se trouve aujourd'hui à un point d'inflexion similaire. Écarter Maduro pourrait ouvrir la voie à une véritable transition politique, mais cela pourrait tout aussi bien entraîner l'Amérique dans des engagements sans fin. Parfois, même les superpuissances trébuchent sur leur propre ombre. Il est peu probable que Maduro voie le jour de sitôt. Mais son éviction ne signifie pas la ruine du gouvernement vénézuélien, ni la fin du chavisme. En tant qu'idéologie, le pouvoir à Caracas n'a jamais reposé sur une seule institution. Il fonctionne comme une coalition assemblée par le clientélisme, l'accès aux revenus pétroliers et le contrôle du pouvoir dur. Avec l'arbitre de ce système disparu, la coalition risque maintenant de se fragmenter. La variable décisive, c'est l'armée. Certains commandants vont rapidement chercher à négocier avec l'autorité qui émergera. D'autres résisteront, pariant que l'incertitude joue en leur faveur. Les courtiers du pouvoir civil, tels que gouverneurs, chefs de parti et magnates des affaires, agiront de même, préférant se protéger plutôt que de s'engager. Donald Trump, toutefois, a d'autres plans. Il préfère la vice-présidente Delcia Rodriguez comme dirigeante intérimaire, à condition qu'elle réponde aux exigences des États-Unis si elle échoue. La Maison-Blanche a menacé d'utiliser sa force navale dans les Caraïbes pour couper les exportations de pétrole, la bouée de sauvetage économique du Venezuela. Mais ce n'est pas si simple. Rodriguez est elle-même prise au piège. Si elle se conforme entièrement aux exigences de Trump, elle risque d'être renversée comme traîtresse par les radicaux du parti au pouvoir. En même temps, si elle s'oppose à Trump, elle pourrait subir un sort pire que celui de Maduro. Certaines exigences de Trump sont transactionnelles. Rodriguez peut réellement offrir à l'Amérique un rôle accru dans le secteur pétrolier vénézuélien. Vice-présidente, elle a participé à la négociation de nombreux contrats existants. Mais les autres exigences, comme la réduction des liens avec la Russie et la Chine, l'expulsion des guérilleros marxistes colombiens et le démantèlement des flux illicites qui traversent le pays, sont plus compliquées. Satisfaire à ces conditions menacerait directement les factions militaires qui en tirent profit et placerait Rodriguez en opposition avec certains associés très puissants. Le ministre de la Défense de longue date, Vladimir Padrino, et le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, contrôlent la majeure partie du pouvoir coercitif du Venezuela. Padrino dirige les forces armées, tandis que Cabello commande les colectivos, un ensemble de forces paramilitaires utilisées pour intimider les rivaux et étouffer la dissidence. Les deux personnalités restent sous sanction américaine, et aucune d'elles n'a montré le moindre signe de vouloir abandonner le pouvoir. Dans un avenir prévisible, le Venezuela connaîtra probablement une lutte intense et violente entre ses détenteurs du pouvoir, plutôt qu'une consolidation. Pendant ce temps, l'opposition démocratique du Venezuela subit des pressions pour agir, et pourrait décider de prendre les choses en main. Beaucoup de Vénézuéliens sont découragés de constater que l'éviction de Maduro a abouti à un gouvernement qui ressemble en tout point à celui qu'ils méprisaient auparavant. Privés de leurs dirigeants, ces citoyens bouleversés pourraient manifester et tenter de renverser le chavisme. La dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, a exhorté à ce que son allié Edmundo González soit reconnu comme le successeur légitime à l'issue de l'élection contestée de 2024. Washington et plusieurs gouvernements étrangers avaient soutenu cette position à l'époque. Cependant,
María Corina Machado s'est jusqu'à présent abstenue d'appeler à une mobilisation de masse, demandant seulement à ses partisans d'être prêts pour la suite. Elle a juré de retourner au Venezuela, ce qui pourrait galvaniser des manifestations de masse contre le gouvernement. Garder le contrôle sur tous ces éléments mouvants n'est pas facile. Une transition pacifique est encore possible, mais seulement si le processus offre une pression calibrée, une amnistie politique et une feuille de route vers la réintégration, plutôt qu'une punition généralisée. Sans de telles mesures, des perturbateurs apparaîtront, non seulement des idéologues radicaux, mais aussi des acteurs rationnels agissant par instinct de survie. Le départ de Maduro ne détruit pas l'écosystème qu'il a laissé. Les foules sont agitées, les responsables politiques cherchent à gagner du terrain, les milices et les réseaux criminels guettent la moindre ouverture. Et les groupes insurgés en marge sont prêts à profiter du moindre chaos qui pourrait surgir dans les jours et semaines à venir. Le bilan, plutôt que le champ de bataille, pourrait s'avérer être la clé. Le Venezuela a perdu plus des 3/4 de son produit intérieur brut au cours de la dernière décennie. La production de pétrole s'est effondrée, les services publics fonctionnent à peine, l'inflation est extrêmement élevée et la malnutrition est généralisée. Aucune autre catastrophe en Amérique du Sud n'a été comparable à cette échelle. Le contrôle des revenus pétroliers n'est pas seulement une question technique, c'est le facteur central qui déterminera si un futur gouvernement pourra gouverner ou non. Si ces revenus énergétiques sont capturés, gelés ou utilisés comme levier par les États-Unis, la souveraineté nationale devient vide de sens, quel que soit le résultat des élections démocratiques. Ainsi, l'avenir du Venezuela dépend de qui contrôle sa richesse en hydrocarbures et de la manière dont elle est utilisée. Aujourd'hui, le pays produit environ 1 million de barils par jour, bien moins que les 3,5 millions qu'il pompait à la fin des années 1990. Les réserves officielles sont souvent estimées à plus de 300 milliards de barils, mais il y a un problème. Elles pourraient être entièrement fictives. Pour mettre les choses en contexte, le Venezuela détient effectivement d'énormes réserves de pétrole, mais l'estimation de 300 milliards provient de John Pierpont Morgan, qui cite un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La réserve, c'est que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se base uniquement sur les chiffres fournis par ses membres, et non sur des audits indépendants. La compagnie pétrolière et gazière nationale du Venezuela, la Petróleos de Venezuela Société Anonyme, a triplé son estimation des réserves à la fin des années 2000 sans avoir mené les explorations appropriées à l'époque. Hugo Chavez avait besoin d'une victoire pour renforcer son influence internationale et a donc contraint la Petróleos de Venezuela SA à gonfler les chiffres. Ainsi, les 300 milliards pourraient être complètement inventés, même si l'estimation la plus élevée s'avère exacte. La réalité commerciale est dure. La production vénézuélienne est majoritairement du pétrole brut lourd, riche en soufre et impuretés métalliques. Les raffineurs américains peuvent encore le transformer en kérosène, mais cela coûte cher, ce qui réduit les marges et entraîne une forte décote par rapport au brut léger et doux du Texas. Une discussion réaliste sur les hydrocarbures du Venezuela est essentielle si le pays possède vraiment 300 milliards de barils. La reconstruction laisse place à des erreurs, mais si le chiffre exploitable se rapproche plutôt de 100 milliards et qu'il est concentré dans des champs techniquement complexes, la marge d'erreur se réduit considérablement. À ce stade, corruption, clientélisme et mauvaise gestion pourraient non seulement freiner la reprise du Venezuela, mais aussi l'anéantir. 3 issues se présentent désormais au Venezuela. La première est une transition encadrée. Des élections pourraient avoir lieu, mais il reste incertain qu'une seule figure de l'opposition émerge comme un leader crédible. Machado a de l'ambition politique, mais cela signifie peu compte tenu de l'environnement dans lequel elle évolue. Le système politique du Venezuela est fracturé. Ses institutions sont faibles et de puissants acteurs de la sécurité détiennent un droit de veto. Des années d'exil et de répression ont affaibli la profondeur de l'opposition. Le pouvoir pourrait plutôt se concentrer autour d'un conseil intérimaire ou technocratique acceptable pour les forces armées et certaines parties de l'ancien gouvernement. Cette option offre la meilleure chance de stabilisation, mais seulement si elle est accompagnée d'un allègement économique et de garanties crédibles pour ceux qui abandonnent le pouvoir. Ce serait bien sûr l'issue préférée des Vénézuéliens,
Mais la décision finale appartient rarement au public. La deuxième issue est la continuité du système actuel. Seulement sans Maduro, la machine coercitive et illicite du gouvernement survit au changement de direction. Les groupes armés continuent d'opérer. Le changement politique devient superficiel. Et pendant ce temps, l'instabilité socio-économique persiste. L'autorité pourrait être formellement confiée à un civil intérimaire comme Rodriguez, qui assurerait alors la continuité bureaucratique à l'étranger, tout en préservant les structures de pouvoir dans le pays. Pour ce que ça vaut, c'est le scénario le plus probable dans un avenir immédiat. Le troisième scénario est l'escalade. Les luttes de pouvoir entre élites deviennent violentes, les acteurs armés se multiplient, et la violence s'étend des casernes aux rues. Les officiers militaires, collectifs et réseaux criminels s'emparent de nouveaux territoires et revenus, tandis que les services de sécurité n'obéissent plus à la chaîne de commandement. Les États-Unis, après avoir revendiqué la responsabilité du raid contre Maduro, sont de nouveau impliqués. Cette fois, non par choix, mais par la force des choses. Ce qui commence comme une gestion de crise se transforme en protection des forces, en sécurité des convois et en médiation politique. La mission devient un engagement indéfini, avec des coûts qui augmentent, une influence qui diminue et aucune issue claire. La réalisation de l'une de ces trois issues dépendra moins de la destitution de Maduro que de la stratégie américaine qui suivra. Le Venezuela est devenu un test pour la puissance et le discernement américain. La tentation de proclamer la victoire et partir sera forte, mais ce serait imprudent. J'ai été votre hôte, Shivan du Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur j'aime et peut-être à partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et votre attention.